Bien, bah écoute, merci beaucoup Patrick pour ton invitation. Donc, j'ai effectivement sollicité Patrick il y a 3, 4 semaines de ça pour faire une présentation sur les nouveautés d'Excel parce que je me rends compte quand je rencontre différents intervenants informatiques, que pour beaucoup de personnes, ils continuent d'utiliser Excel, j'ai envie de dire, ancienne méthode, c'est-à-dire des formules très compliquées et souvent des formules qui sont assez longues. Et ben, en fait, non, Excel ne s'utilise plus du tout comme ça. Alors, je sais que sur le côté un peu flashy pour montrer qu'on s'y connaît bien sur Excel. À une époque, on adorait faire des fonctions compliquées, mais il faut bien savoir que ces fonctions compliquées-là, déjà, elles mettent beaucoup de temps à être créées, elles sont source d'erreurs, elles sont immaintenables, même pour la personne qui l'a créée. Et puis, bah, surtout, bah, vous imaginez bien, pour tous ceux qui m'écoutent, là, qui font de l'informatique, à chaque fois qu'on va mettre des composants, donc des recherches V, des indirects, des sommes, de tout ce que vous voulez, et ben, ça va prendre des ressources machines, aussi bien en termes de processeur que de mémoire. Donc, forcément, ça va alourdir votre classeur. Et non, donc, ce qu'il faut, c'est vraiment aller au plus simple, à l'essentiel. Et donc aujourd'hui, justement, il existe tout un tas de nouveautés, donc notamment de l'intelligence artificielle qui existe dans Excel et que souvent les gens ne connaissent pas. Donc c'est un petit peu l'objet de ma présentation aujourd'hui. Et on va balayer ensemble plusieurs de ces paramètres. Donc, ce dont nous allons parler, ça va être en partie le remplissage instantané que je pense beaucoup de personnes connaissent déjà, les graphiques recommandés et les graphiques aujourd'hui, comment on peut les constituer avec le nouveau moteur qui s'appelle le moteur de génération qui s'appelle Easy, le nouveau outil qui s'appelle ID, les tendances aussi, donc les forecasts, donc tout ce qui est prévision, et les toutes dernières nouveautés donc, qui vont sortir incessamment sous peu, comme le data type. Et je vais vous montrer en toute fin comment on peut intégrer maintenant Visio directement dans Excel. Mais vraiment, donc c'est sorti la semaine dernière, donc vous voyez, c'est tout nouveau, tout beau. Donc pour me contacter, vous pouvez le faire sur le site de ma société, donc qui est la société logma.fr, ou autrement. Alors là, je vais arrêter ici la présentation. Je ne sais pas si vous voyez ma caméra. Nickel. Ok, donc aussi vous pouvez trouver mes bouquins. Alors ça, je l'ai écrit en 2010, même si c'est la 4e version, à une époque où Power Query et le Power BI n'existaient pas. Parce que maintenant, les macros, j'en fais plus beaucoup quand je fais du Excel, même voire plus du tout. Aujourd'hui, je travaille essentiellement sur cet ouvrage que j'ai coécrit avec une ancienne MVP qui était Cathy Monnier, que beaucoup connaissent. Et donc, voilà. Donc aujourd'hui, je suis plus orienté personnellement sur des formations Power BI liées à Excel. Ouais, lis-nous le titre parce que dans certains affichages, c'est flouté. Lis-nous le titre des bouquins, juste pour aider. Donc, le tout premier, c'était Macro et langage VBA chez ENI. Très bien. Voilà. Et le deuxième, c'est tout simplement Power Query et le langage M, toujours chez ENI. Parfait. OK. Et ça, c'est une tablette de chocolat pour m'aider à tenir le coup pendant la formation, la présentation. OK. Très bien. Donc, ce que je vais vous montrer ici, donc j'ai ici prévu tous mes petits dossiers sur lesquels je vais vous présenter. Donc, on va directement commencer par le remplissage instantané, ou à savoir donc le flash fill. Donc, ça, c'est un outil. Donc, c'est vraiment le tout premier outil qui utilise l'intelligence artificielle. Donc, comment cet outil se compose, et je vois souvent qu'il y a quand même des gens qui ne le connaissent pas, c'est tout simplement pour faire des extractions. Il suffisait, donc ça existe depuis Excel 2013, donc vous le retrouvez sur Excel 2013, 16 et Office 365, pardon, Microsoft 365, et il suffit tout simplement de saisir les informations que vous voulez. Donc je veux par exemple là le nom, et ensuite je veux le brase, et vous voyez que automatiquement il me fait une présélection. Donc je continue ma sélection parce que là c'est un mot détaché, et quand je fais l'évêque, eh ben, il me dit tiens, je pense que c'est comme ça. Vous voyez que ça fonctionne plutôt pas mal. C'est pas tout à fait juste. Donc plus vous renseignez des informations, plus il va apprendre et donc il va se corriger au fur et à mesure. Ok, donc je ne sais pas si pour beaucoup cet outil était connu, mais juste bien plus qu'au-delà de saisir juste des noms ou des prénoms comme je suis en train de le faire, vous pouvez faire des fonctions beaucoup plus complexes, comme par exemple l'initiale du prénom suivi du nom. Comme ceci. Donc ça marche très très bien pour le texte, un tout petit peu moins bien pour les valeurs numériques, mais ça marche aussi quand même. Donc si par exemple ici je veux extraire juste le numéro des rues, vous voyez qu'il m'a fait une présélection, mais il l'a effacé, mais ce n'est pas un problème. Je peux forcer, donc là je fais un clic droit
avec le bouton de la souris et je lui dis remplissage instantané. Donc là, vous voyez, il a réussi à faire de l'extraction. Donc, comme vous le constatez ici, c'est en fait une extraction dynamique en one shot. Ce ne sont pas des formules, c'est-à-dire que si votre source se remet à jour, ça ne va pas refléter les modifications. Mais donc, quand vous avez comme ça des listes complexes, et il y en a, je le sais, dans plusieurs entreprises, plutôt que d'essayer de faire des fonctions compliquées avec des extraire droite, gauche, mid, enfin sous-texte avec Excel ou cherche pour savoir où est-ce qu'il est le séparateur, vous utilisez le flash fill, le remplissage instantané, une fois, et vous pouvez comme ça directement extraire et mettre à jour vos bases de données. Donc ça marche en extraction, mais ça marche aussi en recomposition ici. Donc je l'ai fait juste avant la présentation, où à partir du nom-prénom, je vais le refaire d'ailleurs, je prends le nom, que je ne suis pas obligé d'écrire exactement de la même façon, donc c'est-à-dire là, il n'est pas en majuscule. Abili. Voilà. Ah non, il a compris que c'était un C, donc je corrige. C'est un J, point. Et voilà, il l'a corrigé partout. Donc ça, c'est aussi très intéressant, mais il y a aussi quelque chose qui est beaucoup moins connu avec le remplissage instantané. C'est ici où j'ai des numéros que je veux mettre en forme. Donc là, si je fais par exemple 905-62, pardon, 2240, que je continue ma sélection en dessous, il l'a compris. Alors, il n'a pas compris partout pour ceux qui étaient déjà formatés, mais là encore, il me suffit de forcer comme ceci. Et donc, vous voyez, il me l'a fait exactement partout, même quand ici, c'était du texte. Donc, vous voyez, ça marche très bien. Donc, ce sont déjà toute l'utilisation de la mise en forme, enfin des outils d'intelligence artificielle, et je n'ai pas utilisé la moindre formule. Donc, ça, c'était pour le remplissage instantané. Je vais passer tout de suite maintenant au graphique, parce que là aussi, il y a eu d'énormes nouveautés. Donc, je vais tout de suite partir. Hop. Donc là, ici, je pense que déjà, pour beaucoup, vous connaissez l'outil d'insertion de graphique que j'utilise essentiellement. Donc, c'est graphique recommandé. Donc, celui-là aussi, il a été conçu à partir de Excel 2013. Et juste en sélectionnant vos données, il est capable de vous proposer différents types de graphiques. Donc, vous n'avez même plus besoin de vous dire, tiens, quel est le meilleur graphique qui va restituer mes données. À partir des informations qu'il est capable d'interpréter et de comprendre, il vous propose toute une série de graphiques qu'il vous suffit de sélectionner. C'est extrêmement simple. Alors, juste une chose, vous avez vu parmi les graphiques qui étaient proposés, un graphique en camembert, en secteur. Alors, il faut savoir qu'on est un petit peu en guerre contre les développeurs de Microsoft qui nous proposent ce camembert, parce qu'un camembert, c'est essentiellement pour deux valeurs, oui, non, homme, femme. Parce que là, comme ça, c'est impossible de véritablement visualiser les données. Donc, c'est extrêmement rare, si on a plus de 3 données, de représenter ça sous forme de graphique camembert. Donc, retenez bien que quand on fait un graphique camembert, c'est toujours essentiellement pour deux valeurs. Donc, je vous dis oui, non, homme, femme. C'était la petite remarque en passant. Donc, ça, c'était à partir de 2013. Mais donc, comme je vous ai dit en introduction, le moteur des graphiques a beaucoup changé, ce qui a permis de créer des graphiques beaucoup plus complexes. Donc là, par exemple, ici, j'ai extrait de mon ordinateur tout un tas de fichiers dans des dossiers et sous-dossiers. Et maintenant, il existe des outils qui me permettent directement de créer les niveaux hiérarchiques. Et donc ça, ces graphiques, ils sont en fait ici. Et je vais commencer par un graphique en rayon de soleil. Alors, qu'est-ce que c'est? Et il ne l'a pas pris. Bravo, Fred. Voilà. Il manquait la barre de titre. Donc, un graphique en rayon de soleil, qu'est-ce qu'il représente? En fait, plus on est au centre, plus on est à la racine, parce qu'ici, je symbolise effectivement ici une hiérarchie de dossiers. Et ensuite, quand on s'éloigne, en fait, on a les sous-dossiers. D'accord? Et là, si vous pouvez le voir, alors je ne sais pas si c'est très visible pour tout le monde, je vais essayer de le mettre vraiment très très grand. C'est ici, j'ai par exemple tout ce qui concerne mon répertoire base de données, et en dessous, j'ai tous mes fichiers texte. Et forcément, la taille de la surface correspond à la taille que représente sur mon ordinateur. Ok. Il y a une autre façon de le représenter, celui-ci, c'est par exemple quand vous avez
un niveau hiérarchique d'entreprise. Pour savoir le nombre de personnes, voilà, qui appartiennent à différents services. Vous voyez, et donc ça se construit très bien à partir du moment où les données sont représentées ici en fonction des 3 niveaux. L'autre graphique qui a été créé aussi en Excel 2016 qui se fait tout simplement, c'est donc celui qui était juste à côté, c'était le compartimentage. Alors, si je prends par exemple ici, allez, on va se concentrer sur Power Query par exemple. C'est pas le bon. Voilà. Et que là maintenant, je fais appel au graphique de compartimentage. Donc là, ce que vous pouvez voir, effectivement, modifier les couleurs. Ah non, je suis sur le même dossier. Donc là encore, bon, je pense que pour beaucoup, vous le connaissez. Chaque carré représente la taille d'un de mes fichiers. Et là, on voit immédiatement quels sont les dossiers, enfin, les fichiers qui prennent le plus de place. Et là encore, vous voyez, il n'y a absolument aucune difficulté dans la construction de ces graphiques. Il suffit juste d'activer l'option. Donc, il y avait ceux-là qui ont été créés, mais il y a de nouveaux graphiques qui ont été importés. Je pense notamment aux graphiques en cascade, comme ceci. Alors, graphique en cascade, je vais déjà vous l'expliquer. C'est qu'en fait, là, j'ai une situation où j'ai un portefeuille boursier au début du mois et à la fin du mois. Donc, normalement, avec un graphique en barre, on passe de 1000 à 1243, pourquoi pas. Mais moi, je voudrais savoir, au cours de ce mois-ci, quelles ont été les valeurs qui ont été positives ou celles qui m'ont fait perdre de l'argent. Donc, certes, au global, j'ai gagné 243, mais on peut voir que EDF m'a fait gagner 80, mais Orange m'en a fait perdre 175, etc. Donc, bien avant Excel 2016, c'était quasiment, c'était pas impossible de le créer, mais il fallait en fait tout découper, faire des colonnes avec ce qui était positif, ce qui était négatif. Maintenant, vous allez voir, ce graphique existe directement dans les options proposées. Voilà. La seule petite différence, c'est qu'il faut imposer que la dernière barre soit définie en tant que total final. Et voilà. Donc, vous voyez, très, très simple. Un dernier graphique aussi très intéressant qui, lui, a été créé il y a 2 ans, pas plus. Ce qu'on appelle un diagramme de Pareto. Alors, un diagramme de Pareto, c'est un diagramme pas très, très compliqué à réaliser en termes de construction, mais ça vous permet de savoir, enfin, plutôt que de perdre du temps à un manager pour se dire, tiens, je vais essayer de comprendre, par exemple, pourquoi est-ce que la publicité, est-ce que c'est important pour moi sur ma communication ou ce que les recommandations, les réseaux sociaux. Un diagramme de Pareto permet de savoir quels sont les facteurs qui représentent 80% de l'objectif recherché. Tout ce qui est au-delà de 80%, on dit ça ne sert pas vraiment à quelque chose de s'y intéresser parce que vous allez perdre trop de temps pour finalement une valeur, un gain assez minable. Donc là aussi, ce qu'il fallait faire bien avant la version d'Excel 2016, il fallait donc tout construire, faire les pourcentages, ordonner tout ça, etc. Donc là, j'ai vraiment fait exprès que les valeurs ne sont pas du tout par ordre croissant. Et là encore, il suffit de faire insertion et d'aller le chercher. Et il est ici. Voilà. Vous voyez, directement, il suffit de le sélectionner. Le diagramme de Pareto maintenant existe. Avec double axe, etc. OK ? Donc ça, ce sont les dernières nouveautés liées au graphique. Alors, il y en a une troisième qui est un petit peu liée au graphique, mais qui est plus dans les tendances, qui va être vraiment d'actualité, celui-là. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel je travaille avec des journalistes, c'était de faire le suivi, donc malheureusement, de l'évolution des décès en France, liés à la pandémie. Donc, on peut voir effectivement, on a pu détecter à partir d'un moment qu'une fois que le pic a été atteint, qu'on avait une certaine décroissance. Donc, aujourd'hui, on peut voir que la pente, elle est toujours régulière. Mais quand on était à peu près à cette période-là, on se posait la question, mais est-ce qu'on va continuer sur cette même pente ou est-ce qu'il y a des chances que ça ne soit pas forcément régulier? Donc, je vais juste vous montrer ici en faisant une sélection. Donc on considère que les données ici n'existaient pas. Donc, je vais juste faire une analyse depuis le samedi 4 avril jusqu'au dimanche 26 avril. Et je vais demander à Excel, projette-moi ces informations pour essayer de déterminer une tendance. Et vous allez voir que ça se fait très simplement. Là, cette fois-ci, c'est dans Données. Vous allez dans Feuille de prévision.
Et vous voyez que tout de suite, il vous propose des courbes avec estimation haute, estimation basse. Moi, je veux conserver mon analyse en termes d'histogramme. Je vais le créer. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Là, il va me renvoyer sur une deuxième feuille où il me fait donc, et on peut voir, donc ce sont les fonctions. En fait, automatiquement, il va me générer les fonctions qu'il a utilisées, donc à savoir les fonctions prévision, que vous pouvez bien évidemment interroger, savoir qu'est-ce qu'il a repris comme paramètre. Et là, j'ai mon graphique. Ben maintenant, vous savez, je vais le récupérer, CTRL X, je vais le comparer par rapport à la courbe réelle, et on peut voir effectivement que l'analyse suit bien la même tendance. Donc, vous voyez, je me suis arrêté dans ma prise de décision au 26 ici, et on peut voir effectivement que la courbe de tendance, après, se poursuit. Juste une chose sur laquelle je suis passé un tout petit peu rapidement. Attendez, je vais effacer ça. Supprimer. Donc, si je reprends mon analyse ici, que je reclique ici sur feuille de prévision, j'ai des options, mais j'ai surtout ici date de début et date de fin. Donc, si là, je l'ai fait sur 15 jours en me disant, tiens, pourquoi pas, mais je peux tout à fait dire, bah, tiens, va peut-être sur une autre période. Donc, encore une fois, ici, c'est pas il ne faut pas le prendre comme étant quelque chose de réel, ultra vérifié. C'est une tendance. Il faut le prendre comme tel, c'est-à-dire se dire, OK, les statistiques me disent on va dans cette direction, mais je n'ai pas envie de vous dire tiens oui, ça va absolument arriver, quoi. Il y a bien toujours une période d'incertitude, etc. Donc vous voyez là, cet outil-là est très simple aussi d'utilisation. Ok, ça va pour tout le monde? Bon, je ne vois pas les réponses, donc je vous fais confiance. S'il y a quelque chose qui ne va pas, vous m'interrompez, hein, s'il vous plaît. Très bien, tout va bien. C'est cool. Alors, maintenant, on va passer à de la vraie pure intelligence artificielle. Donc voici un nouvel outil qui est sorti. Alors il a été ajouté il y a, je crois qu'il y a 2 ans maximum, dans la barre d'outils, dans Accueil. C'est le seul outil qui avait été rajouté au moins au cours des 7-8 années, c'est l'outil ID. Alors qu'est-ce que c'est que ce truc? Donc ID, là clairement, il utilise toutes les données qui sont présentes ici, et quand vous cliquez dessus, en fonction des données lues, il va proposer différents tableaux ou graphiques, comme ceci. Donc là, j'ai 3 choix parce qu'en fait, ici, les données sont relativement basiques et donc il n'a pas vraiment trouvé d'informations intéressantes à me proposer. Mais sur mon deuxième tableau exemple, vous allez voir que là, pour le coup, ID va se révéler être vraiment très intéressant. Donc là, j'ai ici tout un tas de graphiques ou tableaux croisés dynamiques, mais vous voyez tout en bas, alors je ne sais pas si c'est visible pour tout le monde, j'ai affiché les 18 résultats. Donc, en cliquant dessus, j'ai beaucoup d'informations, et regardez ce que pour certaines des analyses, il me trouve. Il me dit que pour le magasin Stephen Store, il y a un problème à partir de la date, et il me donne la date. Donc, ok, ben moi, il me suffit juste de cliquer sur « Insérer un graphique croisé dynamique ». Qu'est-ce que c'est que ce truc? Pourquoi il n'en a pas voulu? Ça a marché cet après-midi. C'est l'effet démo, sinon c'est pas drôle. Exactement. Bon, je vais en fermer plusieurs. Je pense que c'est peut-être un problème lié à la mémoire, mais promis, ça a marché cet après-midi. Sinon, on aurait cru que c'était pipé comme démo. Donc là, au moins, c'est une vraie démo. Merci, vous êtes gentil. Bon, j'affiche mes 18 résultats. Je me suis en plus cassé la tête pour vous faire quelque chose de propre. Bah non, il n'en veut pas. Il n'en veut pas, il n'en veut pas. Bon, ben j'en suis navré, ça a eu marché. Et ça marche pas. Bon. Parce que je... Non. Ah, j'en suis vraiment désolé. Bon, en fait, alors, bon, qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Il aurait juste dû, en fait, insérer ce nouveau, ce tableau croisé dynamique avec le graphique et les données du tableau croisé dynamique, m'indiquant, là, j'ai détecté un problème. Donc là, si vous voulez, cet outil-là est comme vraiment intéressant parce que quand vous avez, comme c'est mon cas ici, je crois que j'ai 5000, j'ai pratiquement 3000 lignes pour quelqu'un, enfin n'importe qui, un consultant, un manager, essayer de voir éventuellement quel est le magasin, quel est un poste budgétaire, là, en l'occurrence, c'est ce que j'essaie d'exprimer, où il peut y avoir un problème. Donc, si vous avez plusieurs magasins, et j'en ai quand même pas mal dans mon exemple, c'est pratiquement impossible de les balayer. Enfin, on peut le faire, on les balaye un par un,
Mais là, cet outil, justement, permet de dire, attends, moi, j'ai détecté que là, il y a un problème. Et donc, il suffit juste de l'interroger et de le rappeler. Mais là, j'ai 5 colonnes. On peut tout à fait lui dire, j'ai pas besoin de tout. La situation, ça m'intéresse pas. Les dates et le poste ne m'intéressent pas. Donc là, je mets à jour. Et donc, il refait une nouvelle analyse juste sur les paramètres que je lui ai demandé. Et là, est-ce qu'il va vouloir me le prendre? Toujours pas. Bon, vraiment désolé. Mais donc, ça, c'est l'idée. Et donc, c'est vraiment le cas de le dire, c'est idée. Et donc là, c'est vraiment entièrement basé sur l'intelligence artificielle. Et donc, c'est vraiment le dernier outil qui est toujours en cours de développement. Ils essayent justement d'améliorer de plus en plus en lisant les données qui sont présentes. Et bon, dès que ça marchera, promis sur mon blog. Ah oui, je vous en ai pas parlé. Donc oui, en plus de mes bouquins, j'ai un blog. C'est excelexercice.com. Je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent. Attendez, hop, on va le chercher directement ici. Ça, c'est la partie admin. Tac. Voilà, donc ça, c'est le site. Ça, c'est le site français, si vous le connaissez. Et là, vous avez la fréquentation. Donc, j'ai à peu près 5 à 6 000 personnes par jour. OK. Alors, maintenant, nous allons passer à quelque chose de différent, c'est data type. Alors, data type, c'est quelque chose qui pourra vous paraître peut-être un petit peu anecdotique, mais qui va se révéler être très intéressant dans les années à venir. Donc là, par exemple, j'ai toute une liste de pays et je me dis, tiens, quelle est la population de ces pays? Donc, jusqu'à présent, il suffit d'aller sur Internet, d'aller les récupérer un par un. Sauf que maintenant, nous avons données. Et dans données, vous avez donc type de données, donc data type, avec les données géographiques. Donc le fait de cliquer sur données géographiques, vous voyez, il y a un petit drapeau qui s'est rajouté devant chacun des pays. Et quand je clique maintenant sur le menu ici en haut, donc je vous ai dit, je veux la population. Il me suffit de sélectionner la population et pour chacun des pays, j'ai la population. Ensuite, pour l'Allemagne, enfin pas pour l'Allemagne, je veux récupérer l'hymne national que j'ai ici, ou je vais récupérer les currencies, donc les monnaies, voilà, je les ai ici. Alors, tout ne fonctionne pas, on est encore d'accord, il y a encore quelques trous comme c'est le cas ici, mais ça peut se signaler. Donc si par exemple, certains champs sont manquants, il suffit de cliquer ici sur le drapeau, où vous avez tout le détail donc, de tous les pays que je vous ai listés, et il suffit de le reporter ici en signalant à Microsoft que soit c'est incorrect, soit c'est incomplet. Donc, par contre, maintenant, si je rajoute un nouveau pays, on va en faire un quand même, allez, le Népal, vous pouvez voir que immédiatement, il est parti me récupérer toutes les informations de la même façon que si ça avait été une formule dans Excel. Donc ça marche évidemment au niveau des pays. Au niveau des régions, donc là, j'ai récupéré les régions françaises. De nouveau, données géographiques. Alors, si je prends la population, c'est pareil. Et ça va même beaucoup plus loin pour les villes. Alors, c'est pour ça que je vous ai dit que ce n'est pas si anecdotique parce que j'ai été confronté souvent à faire des recherches de position géographique avec donc, les coordonnées latitude, longitude. Et ici, automatiquement, le fait d'appeler les villes. Alors, encore une fois, des fois, il y a certaines villes voilà, qui n'est pas capable de trouver. C'est peut-être juste que l'orthographe n'est pas vraiment bien faite. J'ai pris toutes les villes de Savoie, je ne les connais pas spécialement bien, mais prenons par exemple celle-ci. Donc, si je dis que c'est Valjon, en espérant que ce soit ça, je lui demande de faire une recherche, donc bon, ou la Rochette. Enfin voilà, il est possible d'améliorer les choses. Porte de Savoie, je ne sais même pas, ou la Plagne, tout simplement. Ah bah, il n'en veut pas non plus. Bon, par contre, donc je vous ai dit que oui, c'était les coordonnées, les positions latitude, longitude. Donc vous voyez que selon le type et la nature des informations ici sélectionnées, mais il est très facile de rajouter des éléments comme ceci. Et là, vous avez ensuite les leaders, ce sont tous les maires. Donc, il n'a pas forcément tous les maires non plus de toutes les villes, mais vous voyez que globalement, il a absolument tout. Alors, pourquoi est-ce que je vous dis ça? C'est parce qu'aujourd'hui, il n'y en a actuellement que 2. Je vais vous donner un autre exemple d'ailleurs pour les données boursières qui peuvent vous intéresser. C'est par exemple tous les taux de change. Donc, si je prends par exemple USD, on fait l'inverse, USD contre l'euro. On va faire euro contre Grande-Bretagne. Donc moi, je veux les taux de change du jour.
je sélectionne ces données boursières, vous voyez qu'il les a interprétées, et si je demande le prix, voilà, on a les taux de change du jour. Donc ça, c'est intéressant, mais on peut aussi le faire par formule. Donc si je fais égal, je vais récupérer ici, il suffit de faire un point, et vous avez exactement la même chose. Donc vous avez soit l'option de la petite icône qui apparaît ici, pardon, la petite icône qui apparaît ici quand je clique ajouter une colonne, donc ça c'est parce que c'est des tableaux, où on peut le faire sous forme de formule. Mais là, il y a quelque chose qui va apparaître, donc comme je vous l'ai dit, dans très très peu de temps, ce sont le fait de créer vous-même vos propres bases de données. Et ça va être possible parce que, comme vous le voyez ici dans Insertion, je peux me connecter à mon dataset de Power BI. Et donc, avec mon dataset de Power BI, je vais pouvoir créer, par exemple, ma liste de produits personnels dans mon entreprise, toutes les références des produits, et dire, ben voilà, ce produit-là, il a tel fournisseur, on en a vendu tant, on a tant en stock, etc. Et donc, de la même façon, vous allez pouvoir donc créer votre liste d'identifiants qui va vous dire, tiens, ça plug à mon dataset. Et donc, à partir de là, juste en faisant donc la même formule, à savoir égale ma base avec un point et donc différentes choses, donc le plus haut, voilà, vous allez pouvoir donc récupérer toutes les informations. OK pour ça? Alors, maintenant, nous allons aller directement sur des fonctions, les fonctions dites matricielles dynamiques. Est-ce que ça parle à quelqu'un, ça, les fonctions matricielles dynamiques? Un peu. Merci. Pour les autres? Pas du tout. Pas du Bon. tout. Alors, attendez. Un peu. Merci. Alors, les fonctions matricielles dynamiques, qu'est-ce que c'est précisément? Alors, c'est quelque chose donc, qui vient d'être créé il n'y a pas si longtemps que ça a à peu près 2 ans maintenant. Et c'est fait pour... Alors, je vais essayer de donner, j'arrive pas. Un autre exemple. Donc, ce sont des fonctions qui vont vous permettre de faire des extractions sur non plus une seule cellule, mais sur plusieurs cellules. Donc, si par exemple ici, je reviens ici, non, ce n'est pas cet exemple-là que j'avais préparé. Je suis très très étonné. Bon. Bon, on va le faire comme ça. Donc, prenons par exemple le cas où j'ai des données, donc des fruits et des légumes. Donc, on a des bananes, des oranges, pommes. Et donc, ces données-là, je les ai plusieurs fois. Ici, je vais leur attribuer des nombres aléatoires pour dire le nombre que j'ai en stock ou que j'ai acheté, entre 5 et 10. Voilà. Donc, nous avons déjà une première chose, c'est de savoir, est-ce que je voudrais extraire dans une formule ces données-là de façon unique? Et bien maintenant, il existe tout simplement une nouvelle fonction qui s'appelle la fonction unique de cette plage de données. Et donc, vous pouvez voir que là, instantanément, la fonction m'a retourné toutes les valeurs uniques dans ma liste. Si maintenant, je change celui-ci et je dis que ce sont des pêches, vous voyez qu'automatiquement, la formule s'est adaptée. Donc, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il existe 6 exactement, 6 formules qui ont été créées qui vous permettent de s'adapter immédiatement à votre série de données. Donc ça, c'est déjà très pratique, mais vous pouvez également les trier. Donc il y a la fonction trier qui vous permet de réordonner vos données automatiquement. Vous pouvez le faire de façon croissante ou décroissante. Donc l'ordre de tri, c'est le deuxième paramètre, et je le fais en ordre décroissant. Donc ça, c'est une première chose intéressante. La fonction unique, je vais juste revenir sur cette fonction-là, ça sera plus simple. Nous y sommes, OK. Donc la fonction unique est intéressante, mais il y a un autre paramètre dans ces paramètres-ci qui est vraiment, je trouve, génial, c'est le dernier, à savoir extract once, donc n'en retourne uniquement que les valeurs qui n'apparaissent qu'une seule fois dans ma liste. Genre, si vous avez par exemple un client qui vous a commandé que dans un mois, vous allez le savoir tout de suite. Donc là, comme j'ai changé pêche, ça va être le seul qui va remonter. Si maintenant je mets ici raisin par exemple,
cette fois-ci, je vais en avoir 2. OK? Ça, c'est le principe des fonctions matricielles dynamiques. Alors, il y a quelque chose qui a été ajouté. Donc, vous connaissez déjà dans les références, quand on fait une référence dans Excel, donc ça, c'est ce qu'on appelle une référence absolue, relative, parce que dès que je vais recopier, ça va bouger. Hop. Les valeurs, ça sera mieux. Et vous savez aussi qu'avec le dollar, c'est ce qu'on appelle des fonctions absolues cette fois-ci. Elles ne bougent jamais. Mais avec maintenant ces fonctions matricielles dynamiques, on a une nouvelle fonction qui est la référence étendue. C'est-à-dire que je me pointe ici sur cette cellule et je fais un dièse. Et automatiquement, je vais récupérer toutes les valeurs. Alors pourquoi c'est intéressant ça? C'est parce que maintenant, si je mets cette information-là dans un menu de validation en tant que liste, et ma source, je lui dis, c'est donc ma source, ma formule ici, je lui mets le petit dièse. Donc ma liste ici, elle reprend tous les éléments. Je rechange par exemple ici raisin, je l'enlève, je mets orange. Ça, je peux le supprimer maintenant. Il a disparu. Vous voyez, donc j'ai réussi à rendre une liste dynamique juste en mettant ce petit dièse en tant que source. Donc ça, c'est déjà 2 fonctions très intéressantes. Ensuite, vous avez, là je vois qu'il est déjà 7h10, je vais aller un petit peu plus vite. Nous avons ici, alors nous avons aussi la fonction séquence. Alors séquence, qu'est-ce qu'elle fait? Séquence, ça fait tout simplement une liste de 1 à ce que vous voulez. Là ici, j'ai créé un tableau de remboursement d'emprunt, où j'ai donc ici donc la part du capital réellement remboursée, la part de l'emprunt, et on voit qu'à la fin, donc c'est bien toujours des mensualités, ici dans ce cas de 87,64 €. Si maintenant, au lieu de faire un emprunt sur 24 mois, je fais sur 12 mois, eh bien automatiquement, tout mon tableau se met à jour, parce que comme tout est basé sur la fonction séquence, et donc séquence, c'est quoi? C'est tout simplement combien de lignes je veux? J'en veux 10, voilà. Je ferme. Il me crée une liste de 10 valeurs. Alors ça aussi, c'est très intéressant quand vous faites des tableaux justement de simulation. Et je l'ai utilisé dans une deuxième rubrique, c'est celui-ci. Donc ici, vous avez un tableau par semaine, où il me suffit ici de changer les valeurs des mois pour tout de suite faire la différence. Alors la différence entre les 2 tableaux, ça commence le premier jour, ici c'est un dimanche, ici c'est un lundi. Mais comment ça fonctionne en fait derrière? Donc vous voyez, rien qu'en sélectionnant, vous avez ici la fonction séquence qui apparaît. Mais si je change le format des nombres et que je le mets au format standard, en fait, vous voyez que c'est tout simplement, j'ai constitué une liste de nombres. Comme dans Excel, 1, c'est un jour. Je lui dis, tu vas de telle valeur à telle valeur. Et en fait, lui, il est capable de me recréer tout simplement, rien qu'avec une seule fonction séquence, tout mon calendrier. Voilà. Donc, ça fait partie d'une deuxième très intéressante. Et il y a également donc, la fonction filtre. Alors, la fonction filtre, c'est quoi? C'est ici, j'ai ici la liste en logistique des positionnements d'un produit, donc au fur et à mesure par où il est passé par tous les postes. Voilà, bon, j'ai énormément de lignes, je crois que j'en ai plus de 100 000, voilà, j'en ai 112 000. Et moi, je suis un manager et je veux, par exemple, traquer certains postes. Donc, vous savez comme moi que la fonction recherche V, elle ne retourne qu'une seule valeur. La fonction filtre, elle, vous voyez comment elle est construite, je lui demande, trouve-moi cette référence, enfin plutôt, trouve-moi dans mon tableau, ici présent, celui-ci, à quel moment la colonne tracking element est égale à cette valeur-là. D'accord? Et quand je change de valeur, eh bien donc selon le nombre de postes, je retourne cette fois-ci non plus une valeur, mais n, correspondant aux différents endroits, voilà, où la pièce a été détectée par les robots. Okay, donc ça, c'est tout l'intérêt, c'est que donc, la fonction filtre est très très intéressante parce qu'elle nous permet de retourner, selon les circonstances, n éléments et non pas un seul, comme le fait la fonction recherche V. Alors, je vais aller un tout petit peu plus vite parce que je vois qu'il est déjà écart.
je vais vous parler maintenant de la fonction recherche x. Alors, la fonction recherche x, pourquoi x? C'est pour faire comment dire? Il y a deux écoles, grosso modo. Il y a les gens qui disent on va utiliser la fonction recherche, et il a planté, la fonction recherche v, ou on préfère utiliser index et equiv. Bon, moi honnêtement, j'ai pas spécialement d'avis sur les deux. Les deux fonctionnent, et à partir du moment où les gens ils sont plus à l'aise avec l'une ou l'autre, moi ça me va très bien. Mais ici, alors est-ce qu'il va partir? Donc l'idée justement, donc le recherche x, le x c'est pour index. Donc c'est-à-dire que pour pallier au problème de la fonction recherche v, donc à savoir que recherche v ne peut pas forcément lire vers la gauche. Allô, allô? Oui. Ah bon, ça marche. Voilà. Donc là, ici, j'ai par exemple un tableau avec des codes employés et des non employés et des jours de congé. Donc ce que je vais faire ici, c'est que grâce à la fonction recherche x, je vais être capable de retourner le nom et le prénom. Recherche x, ça se code comment? C'est très simple. La valeur recherchée, c'est mon code employé, comme une recherche V traditionnelle. Et là, cette fois-ci, je vais lui dire, cette valeur, tu dois me la chercher ici, en deuxième position. Et en troisième position, je vais récupérer le prénom. Tout simplement. Il n'y a plus besoin de dire à la fin, je veux que ce soit une recherche approchante ou exacte. Et il me l'a trouvé directement. Donc vous voyez, ce qui est très intéressant avec cette fonctionnalité, c'est que si demain, dans mon tableau employé, la disposition des colonnes change, si maintenant je mets, par exemple, ici, prénom, après genre, donc il va recalculer un tout petit peu, voilà, je reviens ici dans ma colonne, la colonne n'a pas été détruite, parce que je suis toujours en référence sur mes noms de colonnes. OK? Donc, que la recherche se fasse à gauche ou à droite, ça marche très bien. Il y a une autre approche aussi qui peut être intéressante. Alors, qui peut être intéressante, je ne vous dis pas que c'est forcément quelque chose à utiliser. C'est que dans les paramètres de la fonction recherche x, vous avez ici, en fin de paramètre, le mode de recherche. Et donc, vous pouvez dire, récupère-moi le premier ou le dernier. Attention, j'ai dit le premier et le dernier. Je n'ai pas dit le minimum et le maximum. C'est ce que je vous ai fait dans ce tableau-ci. Ici, par exemple, si je prends confiserie, dans mon tableau ici, ici, j'ai une quantité de 6, c'est la première que je trouve. Et la dernière, c'est 27. On le retrouve ici. Par contre, quand j'interroge ici au niveau du max, ça devrait être 48. Et donc, est-ce que j'ai max 48 qui apparaît quelque part en confiserie? Je suis un peu étonné. À la ligne 21. Merci. Voilà. Donc, vous voyez, il faut faire attention à comment on lit ça. Donc, c'est plutôt, en fonction du tri de vos données, le résultat ne sera pas le même. Si maintenant, je change l'ordre de tri, je vais trier par exemple sur le code produit, automatiquement, ça va changer. Le premier, cette fois-ci, c'est 46. Vous voyez, ça peut être intéressant, effectivement, si vous êtes dans un système où vous collectez des données au fur et à mesure pour dire à tel moment, voilà l'information que j'ai collectée. Honnêtement, je trouve ça un peu scabreux, un peu dangereux, je vous le dis honnêtement, mais bon. Et pour finir, on a aussi, attendez, c'est ici, valeur approchante. Donc, c'est le tout dernier classeur que je vais ouvrir. Si vous connaissez un petit peu la fonction recherche V d'Excel, il y a un paramètre qui est le dernier, à savoir, donc là, je vais prendre les notes. Voilà, donc le paramètre par défaut, c'est vrai qu'il y a un gros problème, parce que souvent, ce qu'on fait, c'est une recherche exacte. Et valeur approchante, ça s'utilise dans quel cadre? Dans celui-là, à savoir que la note 5 n'existe pas, mais il va me prendre entre 0 et 10. D'accord? Et donc, ça se voit un petit peu au niveau de tous les autres résultats. Marilyn, 9, etc., etc., etc. Donc là, en mettant la fonction, le paramètre 1 dans la fonction recherche V, ça nous permettait justement, dans cette situation-là, de fonctionner. Par contre, si les données ne sont pas ordonnées, tous les résultats sont faux. Donc, c'est ce qui était le gros problème de la fonction recherche V dans ce cadre-là. Donc, c'est pour ça que la fonction recherche X corrige le problème, où maintenant, il suffit de la même façon de dire quelle est la valeur recherchée.
je le recherche ici dans cette colonne. Donc, vous voyez, c'est plus le tableau que je sélectionne, mais juste la colonne. Je veux retourner la mention et le mode de correspondance, ça va être celui-ci ou... Et là, vous voyez que j'obtiens le même résultat et mon tableau initial n'est plus trié, n'a plus besoin d'être trié. Donc là, j'ai utilisé la fonction -1 pour faire inférieur ou égal. Et là, dans ce document-ci, en fait, où j'ai simulé un devis en fonction du nombre de personnes invitées, donc à savoir l'allocation d'une tente de plus en plus grande en fonction du nombre de personnes que je veux inviter, le traiteur, donc les repas par prix de personnes, le son, la lumière, etc. Là, cette fois-ci, j'ai fait l'inverse, c'est-à-dire que je dis, je vais avoir des frais fixes, donc il faut plutôt aller me chercher la valeur supérieure. Donc, vous voyez, 15 personnes, je vais prendre la valeur de 25 personnes et il me retourne 450. Pareil ici, comme j'ai 15 personnes, il va me récupérer un prix fixe de 40 € par personne, donc x 20, et j'ai bien mes 600 personnes. Et là, si je change ma valeur, je passe à 30, automatiquement, tout change parce qu'il va relire les valeurs. Donc voilà, ça c'est la nouvelle fonction recherche X. Allez, juste vraiment pour finir, parce qu'après, je vous le montre. Donc ça, c'est ce qui vient de sortir la semaine dernière. C'est qu'on peut maintenant directement connecter un tableau de Visio. Alors ça se fait comment? Ça se fait depuis insertion. Vous avez ici télécharger les modules complémentaires. Et vous voyez dans le store, c'est le 3e, donc il vient tout juste de sortir. Il est en preview, donc Microsoft Visio. Et quand vous avez des données comme c'est le cas ici, à condition qu'il s'ouvre, voilà. Il est capable, à partir des informations et donc des différentes relations que vous avez entre vos différents employés, de vous afficher le résultat. Et je crois qu'il est possible de zoomer. Voilà, on peut zoomer. Et vous avez donc automatiquement l'organigramme de votre organisation qui est présent et que vous pouvez partager ici sur le web. Ça, je ferai une vidéo sur mon blog pour vous en parler, parce que là, bon, il est un petit peu tard, je vous ai montré plein de choses, mais ça, effectivement, il faut que je vous montre comment l'utiliser. Ouais. Et il vient de sortir, la semaine dernière. Tout frais pour iOS Online. Ouais, alors, mais juste pour vous finir, parce que je me suis un petit peu amusé. Ouais, vous voyez, là, j'ai mis Bill Gates sous Jacques Seguela. Enfin, laissez tomber, je me suis un petit peu amusé. S'il suffit juste de changer, où est-ce que j'ai mis Bill Gates? Il est là, voilà. Donc, si au lieu de le mettre, que le responsable c'est ID2, mais ça va être ID1, donc de réactualiser, et automatiquement, voilà, c'est repris en compte. Donc, non, celui-là, il est vraiment aussi très, très puissant. Donc, il y a les deux volets. Donc, c'est le volet création et le volet partage. Très intéressant. Forcément, les gens auprès de qui vous le partagez ne voient pas toute la construction que vous avez fait. Donc, ça vous laisse libre cours justement à tout ce qui est modification de votre côté avant de le publier. Et voilà. Donc là, je me retrouve donc avec voilà, donc Bill Gates. Voilà, il se retrouve maintenant au même niveau que le directeur. Voilà. Merci beaucoup, c'était excellent. Merci. Alors, il y a quelques questions. Une première, je pense, qui est importante, c'est quelle est la version d'Excel? Donc, je pense que c'est Excel Microsoft 365, mais il y avait des questions. Il y en a qui disent qu'ils utilisent Excel de Office 365 et qui n'ont pas les commandes de géographie ou de bourse. Est-ce que tu as des recommandations spéciales pour vérifier qu'on a la bonne version, la bonne mise à jour? Alors, je suis honnêtement, je suis un peu surpris parce que normalement, ça c'est quelque chose qui existe depuis à peu près 2 ans. Les données boursières. Alors, vous voyez, là, je vous ai mis en partage donc ce que j'ai. Donc, à savoir, j'ai Office 365 pour entreprise. À vérifier si vous avez une licence E3 et E5, si ça vous parle. Toi, là, tu as une licence E3? Moi, j'ai E3, oui. Ouais. Aussi, alors, ça peut être une bonne question. Il y a quand même effectivement des informations qui sont, je ne veux pas dire, c'est pas confidentiel, mais qui sont peut-être un petit peu plus avant-gardistes. C'est parce que je suis Office Insider. Donc ça, je pense que beaucoup de gens qui nous écoutent savent à peu près ce que c'est qu'Office Insider. Donc c'est un programme qui vous permet d'accéder à des données qui ne sont pas forcément confidentielles. C'est vous qui acceptez de dire oui, j'ai envie de bénéficier d'informations peut-être plus récentes que les autres. Voilà.
Donc là, j'ai ici un bouton Office Insider. Je pense que pour beaucoup, vous ne l'avez pas, parce que pour cela, il faut changer quelque chose dans la base de registre de votre ordinateur. De nouveau sur mon blog, je l'explique. J'ai fait un article, je vous dis, là-dessus. Voilà, si je cherche ici dans Office Insider, ben voilà, c'est le premier, vous voyez, c'est quelque chose que je consulte régulièrement. Voilà, devenir Office Insider. Et il y a la clé de registre ici, je vous dis comment la changer. Voilà. Donc voilà. Mais je suis un peu étonné parce que normalement, ça devrait être quelque chose d'assez standard. Ouais, moi aussi. Je pensais que... Surtout que ça se met à jour régulièrement. Hein, donc, ouais. Et tout seul. Et tout seul, voilà, normalement. Bah, vous voyez, j'ai même oublié j'ai même pas fait attention, j'ai encore une mise à jour qui traîne chez moi. Ouais. Il y avait une question, la première question c'était Nicolas Etienne, mais je crois qu'il a eu la réponse. Il y a un moment, tu as fait une démo, mais je ne sais plus sur quelle. C'était est-ce que ça fonctionne qu'avec des tableaux ou bien avec une feuille de calcul? Nicolas, si tu peux préciser sa question. Oui, en fait, bonjour. C'était pour savoir effectivement si il fallait automatiquement passer par un tableau. C'était sur la première démo, savoir s'il fallait automatiquement, enfin uniquement passer par des tableaux où on pouvait, avec une feuille de calcul simple, réaliser les mêmes opérations. Alors, je sais plus, il faudrait revenir dessus, puisqu'il y a tellement de choses. Oui, c'est ça, ouais, c'était pour le remplissage, ouais, tout à fait. Ah bah là, j'ai pas de tableau, justement. C'est le seul exemple où je n'ai pas de tableau. D'accord. Donc, non, ça parce que je voyais avec les tableaux au début, et à un moment donné, je me suis demandé si c'était uniquement avec les tableaux. Bah non, celui-là, c'est le seul où j'ai pas utilisé de tableau. Alors, c'est vrai qu'aussi, j'ai mis du temps, moi, je vous le dis honnêtement, à passer au tableau. J'étais tellement habitué à mes fonctions, à mes références A2 avec des dollars et tout ça. Mais c'est vrai que maintenant, il y a beaucoup d'applications où, de toute façon, il faut passer par des tableaux. Ouais, de toute façon, oui, c'est préconisé. Hein. En général, c'est. Ouais, mais c'est même beaucoup plus simple parce qu'effectivement, au moins, les données sont. En fait, un tableau, c'est une bulle. Il a ses propres propriétés, ses propres dimensions, et surtout, bah, attendez, je vais juste prendre une petite seconde, vous allez voir l'intérêt, c'est que si j'ai des données ici, 1, 2, 3 tout simplement, donc là je fais une somme, donc quelque chose d'extrêmement simple. Voilà, donc là j'ai des références. Si je mets 4, ça ne marche pas. Alors que si j'avais mis ces données-là dans un tableau, voilà, je lui dis cette fois-ci, au lieu de faire A2, A4, mais tu me prends, il suffit juste de sélectionner ici donc, le nom de la colonne, je passe à 5, c'est automatiquement repris. Donc c'est vraiment le moyen le plus simple d'avoir des formules dynamiques. Et bon, même si on parle sans utiliser encore recherche X, mais si vous avez recherche V et que votre tableau justement de recherche n'arrête pas de varier, ben, vous êtes comme c'est beaucoup plus simple, quoi. D'accord. Ouais, c'est vrai qu'il y a pas mal d'avantages. Sinon, il y a eu des remarques parce que tu as choisi des stations des Alpes et il y a des gens qui pensaient qu'un Toulousain aurait dû choisir les stations des Pyrénées. Donc là, c'est pas alors, non, bonne remarque. Je l'avais. Alors, je l'avais prévu. Alors, donc, comment j'ai fait? Je suis parti effectivement sur ville de Haute-Garonne. De Haute-Garonne. Tombé sur la Savoie. C'est pas ça du tout. C'est que là, j'en avais 536 communes. Ah. Voilà, donc, et puis je vais vous montrer comment je l'ai fait, parce que ça pourrait aussi vous intéresser, c'est que souvent, voilà, quand on fait des recherches, on se dit, allez, je vais récupérer ça, on se fait un copier-coller très moche. Bonne question, je vais vous montrer justement comment je l'ai fait. Je vais repartir d'un document vierge. Voilà, et je vais dans Données, et vous avez à partir du web. Donc, qu'est-ce que j'ai juste fait? J'ai copié l'adresse, hein, rien de plus. Je colle. Donc ça, c'est Power Query qui est derrière, le fameux Power Query. Ouais, alors ça marche aussi bien dans Power BI que dans Power, puisque c'est le même module. Et effectivement, ça marche nickel, ça a récupéré. Surtout, vous voyez là, juste le fait d'avoir mis l'adresse, donc on l'a ici, il me récupère donc les éléments HTML, donc document ne m'intéresse pas, mais j'ai directement un tableau avec la liste des communes. Il faut que je fasse transformer les données. Bah ça y est, je les ai, quoi. Et je récupère juste le nom de la première, supprimer les autres colonnes. Hop, celle-ci utilisée pour les en-têtes, et puis ben voilà, fermer et charger mon préfecture. Après, il suffit de bidouiller. Non, mais très bon exemple, et regardez, vous voyez, je l'ai vraiment fait from scratch. Bon, Toulouse avec préfecture, il risque de pas forcément fonctionner. Donc, données géographiques. Ça
prend un peu plus de temps. Vous voyez, j'en ai 586. En fait, j'ai voulu prendre des villes, un département où il n'y avait pas beaucoup de villes. J'ai pensé la Lozère et la Creuse, mais bon, bref. Et voilà, latitude, longitude, et je les récupère, quoi. Vous voyez, j'aurais presque pu le faire from scratch, cette démo, mais bon, j'avais préféré effectivement enregistrer les données au préalable. On t'en veut pas. Bon, petite précision, la Plagne, ça marchait pas parce qu'en fait, la Plagne, c'est pas une commune, en fait. C'est Macotte. J'ai fait ma petite recherche perso. C'est Macotte-la Plagne, la ville. D'accord. Mais bon, là, je pense qu'aussi, si je cherche, il doit y en avoir qui ne doivent pas connaître. Il ne faut pas rêver. Hein. J'ai failli aussi faire le Finistère. C'est aussi rigolo, le Finistère. Ah bah voilà, là, la Serre Prader, vous voyez, je ne connais pas. Je ne sais pas. C'est parce que les accents. Ouais, ou peut-être, l'accent ou le tiret. Alors, des fois, ça. Non, je ne sais pas. Ok, bon. Si, un Pradera. Bon, non, ça ne va pas être ça. Et je suis sûr que vous serez très intéressé par le nombre d'habitants. Argus dessous, il y en a 23. Ok, je pense qu'on a vu toutes les questions. S'il y a encore une ou deux questions, n'hésitez pas à prendre le micro. Sinon... Alors pourquoi moi, type de données, je les ai pas? Données boursières, données géographiques, j'ai pas. Moi non plus. Voilà. Il faudrait voir la version. Je suis sur la dernière. Moi, j'ai la version 2004 et j'ai pas non plus. Est-ce qu'il faut, pareil, ma question, est-ce qu'il faut partir d'un tableau ou est-ce que ça, parce que je vois que là, on est sur un tableau. Est-ce qu'il faut un tableau aussi? Ouais, un tableau aussi. Alors, c'est préférable pour qu'on ait justement cette petite icône, quoique apparemment maintenant, c'est pas forcément nécessaire. Vous avez mes coordonnées. En insider, comme tu dis. Ouais. Tout le monde en insider. Je sais, honnêtement, je sais pas quoi vous répondre parce que pour moi, j'ai toujours eu l'impression qu'elles étaient là depuis 2 ans, quoi. Sais pas. Type de données, je suis certain de l'avoir déjà eu et là, je l'ai plus en fait. Donc, je pense que c'est. Moi, je l'ai déjà eu aussi, et je ne l'ai plus non plus. Donc, je ne sais pas. C'est intéressant à creuser qu'est-ce qu'il active ou qu'est-ce qu'il désactive. Ouais. Là, il faut que je remonte l'information. En fait, j'ai une info encore plus intéressante, c'est que je l'ai sur une version d'Excel installée en français et dans un environnement que je dirais identique, en tout cas sur mon même tenant, Excel installé en anglais, je ne l'ai pas. Donc, c'est vraiment par poste ou par... il doit y avoir une petite subtilité sur la config. Ok, non, mais c'est intéressant. Je vais remonter ça parce que, comme je vous dis, alors, sans forcément en plus vendre des informations NDA, donc confidentielles, parce que Microsoft l'a publié. Donc là, normalement, d'ici 1 mois ou 2, il devrait y avoir, je crois, 9 nouveaux types de données. Genre, je pense notamment, il y en a un qui moi m'intéresse, c'est tout ce qui va être diététique, c'est-à-dire à partir de fruits et légumes, il va être capable de nous dire le taux de calories, enfin, par aliment. Ça risque de vraiment super sympa, mais c'est surtout donc ce qui aussi a été officialisé la semaine dernière, en se connectant donc directement sur un dataset, de pouvoir directement créer vos propres listes de données. Donc, je pense aux entreprises avec tout leur stock de produits. Ça pourra vraiment être très, très intéressant. Mais écoutez, j'ai pris bonne note. Je ne sais pas quoi vous répondre. Là, franchement, je suis un peu décontenancé. Mais... c'est intéressant. Mais vous avez cette build-là là, moi, j'ai laquelle? J'ai la 28 929. 929. Alors non, moi j'ai la 12 730. Ah, mais même ça ne doit pas changer autant quand même. Surtout que je suis sur une version 365 entreprise aussi. Moi j'ai la 12 730, ça y est pas, mais... Pareil. Ouais, 12 730, ça n'y est pas. Ouais. Voilà. Mais moi j'ai une 12 730 où ça y est en fait. Ah. J'ai lu un truc où ça dit que c'est dispo que sur les tenants worldwide. C'est quoi ça? Ouais, il doit y avoir un truc comme ça. Ça dépend. Selon où sont les données en France ou je ne sais où. Mais c'est même pas. Non, ça dépend pas du tenant, Jeff, parce que mes 2 versions, elles sont installées sur le même tenant. Donc en fait, c'est plus subtil que ça en fait. Bon, je pose la question. Ce soir auprès des devs. C'est certainement lié à la localisation parce que la langue de mon PC est pas la même et du coup j'ai dû installer en langage US, des trucs comme ça. Donc je pense que ça dépend des variables d'environnement. Il y a peut-être certaines configurations qui sont pas supportées ou pas. Attendez, parce que là, j'entends beaucoup de gens qui disent que vous ne l'avez pas, d'accord? Est-ce que c'est le cas de tout le monde qui ont participé à la présentation? En fait, qui moi, l'a? je les ai, moi. Ah, Moi, merci. je l'ai aussi. Ah. Moi aussi.
Non, Et il a faut- priori, il parle sur le support, il parle de clients multilocataires du monde entier, ouais, effectivement. Et le 28 mars, les données de type ont été transmises à tous les données abonnés Microsoft 365. J'ai remis les remarques que j'ai retrouvées sur le support Office dans les conversations. À creuser pour un prochain AOS. Ouais, Et a parce que priori, c'est pas la langue, hein, parce que en anglais, il te met bien stock et ainsi de suite. Hein, donc, je pense que c'est Ouais, plus non, Sioux c'est pas que ça. que Quoi. la langue, mais c'est C'est plus Sioux que ça. bizarre. Hein. donc, Ok, ben, on restera sur une énigme à creuser. bah, je pense que c'est plus les gens effectivement qui sont dans la communauté qui pourront peut-être trouver la solution parce que là, vous avez peut-être plus d'infos ou de compréhension du déploiement d'un outil parce que là, moi, je suis un très bon utilisateur, je sais l'utiliser, mais vous expliquer pourquoi, selon les configs, il y a des outils qui apparaissent et d'autres pas. Là, je ne peux pas trop vous répondre, très honnêtement. Ok, on creuse. Merci. Merci, bonne soirée. Merci. Merci. Il faut dire. Merci. Ok. Allez.